Bonjour, nous sommes avec Charles Houters, qui est un homme des lointains dans la géographie physique réelle et aussi un homme qui travaille dans les espaces numériques. Donc tu es un homme des lointains parce que tu es enseignant de lettres. Où donc? À Kiev, en Ukraine. À Kiev, en Ukraine, donc tu es Un professeur résident avec la EFE. avec le réseau de la UFE. Et Donc, ça fait 10 ans que je suis à l'étranger dans des systèmes éducatifs différents. Et donc ce que j'ai présenté cette année. tu as fait un export camp ce matin même, hein, déjà, oui. Exactement, donc 2 interventions. C'était sur 2 plateformes de collaboration. Wikipédia, me semble-t-il, Wikipédia. et OpenStreetMap. Voilà, donc 2 outils que j'ai beaucoup utilisés parce que Wikipédia, je m'en servais comme, en quelque sorte, pense-bête dans les différents pays que je voyais, sur les choses que je voyais. Et OpenStreetMap, Comment se sert-on de Wikipédia comme d'un pense-bête? En fait, on s'en sert, on a un sujet un peu spécialisé qui nous intéresse. Évidemment, comment dire, il n'y a rien d'écrit dessus en français parce que c'est des pays étrangers. Et donc, on va écrire sa petite Donc note. tu as été très tôt contributeur de Wikipédia. Voilà. Et plutôt que de l'écrire sur un papier qu'on risque de perdre, J'entends. ou sur un document Word qui ne sera plus compatible, etc., moi je me suis dit, tiens, je vais l'écrire directement en ligne. Donc c'est souvent des traductions que tu fais Souvent des traductions, aussi des observations personnelles, etc. Mais bon, ensuite je joue le jeu de la plateforme, c'est-à-dire que bon, il faut sourcer, etc., même si c'est plus ou moins difficile. Et OpenStreetMaps, c'est de la cartographie en ligne. Et là, c'était parfait parce qu'en fait, il donne la carte mondiale ou des grandes régions. Et on a dans la poche la carte hors ligne, ce qui est assez rare pour être fait, vu que Google Maps utilise... pour Google Maps, il y a des possibilités de hors ligne, mais c'est plus difficile. Donc là, c'était vraiment 2 outils que j'utilise beaucoup. Y a-t-il un lien entre la fondation Wikipédia et OpenStreetMap? Ce sont 2 fondations différentes? Donc ces deux outils, disons qu'ils sont tous les 2 collaboratifs, ils sont open source. Auparavant, OpenStreetMaps utilisait les mêmes licences que Wikipédia, mais donc ils sont en libre accès. Et finalement, ce qui est en train de se passer, c'est que OpenStreetMaps devient le fond de carte pour Wikipédia. D'accord. Ouais. Donc OpenStreetMap hautement contributif, les cartes sont faites, sont alimentées par des contributeurs dans la planète entière. Ouais. Donc ça c'est ton usage personnel. Alors quel est l'usage pédagogique que tu fais de ces outils en particulier? Ouais. Alors si on prend OpenStreetMaps, en fait on donne la possibilité à l'élève de participer à la création de la carte mondiale. Donc tu les rends contributeurs. Voilà. Alors généralement, tout simplement, c'est une expédition dans les alentours du lycée ou une expédition en pleine nature avec la carte telle qu'elle est avant. Imprimée. Ensuite, ils notent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils observent. Il y a une première étape de comparaison de la carte dans l'état actuel et du réel. Voilà, puisque c'est une carte en construction, une carte assez utilisée, mais encore en construction, avec des zones parfois presque blanches. Et ensuite, ils reviennent noter faire toutes leurs observations sur l'outil, sur ordinateur, et ensuite c'est directement intégré à la carte mondiale. Les élèves ont-ils chacun un compte? Est-ce que c'est des comptes classe? Ton compte à toi que tu gères, tu publies en leur nom? Compte classe pour OpenStreetMaps, voilà, avec le nom de la classe, sachant que généralement OpenStreetMaps c'est plutôt des personnes qui se baladent avec des GPS, des personnes qui sont calés en informatique. Donc voilà, j'indique que c'est une classe qui a fait ses observations. Et quel type d'informations peut-on placer dans OpenStreetMap? Parce que Wikipédia, je vois bien le texte, les images, les cartes, mais dans OpenStreetMap? Alors OpenStreetMaps, ce qui peut être intéressant à faire, alors il y a différentes choses. Si je m'adapte au programme scolaire français,
il y a par exemple l'observation locale, ce qui est autour de nous. Alors, ça peut être vraiment des détails, ça peut être des zones de loisirs, des zones industrielles, des centres commerciaux. Ensuite, on peut aller voir quel type de commerce c'est. On peut également, je ne sais pas, l'utiliser dans les observations sur la faune, dire quel type de forêt ça peut être. Donc on peut aller vraiment dans le détail sur ce qui est donné. Donc ça peut être utilisé dans différentes matières. Alors Charles, toi tu es enseignant de lettres. Ouais. Là tu décris des usages qui sont plutôt propres au cours de SVT, au cours de géographie, de géologie. Oui. Quel usage en fais-tu toi en fais-tu un usage en particulier lié à ton cours de lettres? Alors, moi j'ai été également enseignant en histoire-géographie. Ah oui, d'accord. Mais c'est plus difficile OpenStreetMaps pour des lettres, mais disons que pour du FLE, donc français, langue étrangère, ou dans les différentes langues, on peut trouver à nommer en fait les différents lieux du quotidien. C'est un usage assez particulier, mais ça peut être fait, c'est-à-dire se promener dans la ville et ensuite pouvoir le nommer et retrouver la catégorie qui correspond à l'objet. Boulodrome et boulodrome de boules lyonnaises, comme c'est le cas ici. Alors, tu as nommé un autre système de cartographie qui est Google Maps. Quelle est donc la différence de OpenStreetMap? C'est la gratuité évidemment, mais c'est-à-dire le statut, le copyright, l'absence de droit d'auteur sur le produit, l'open source, libre. Est-ce qu'il y a un enjeu politique aussi, là, le fait d'utiliser OpenStreetMap plutôt que Google Maps? Ou les autres solutions cartographiques propriétaires? Donc sur ces deux objets, OpenStreetMaps et Wikipédia, on apprend aux élèves à se servir d'outils collaboratifs et à but non commerciaux. Donc OpenStreetMaps, c'est la plateforme non commerciale, la principale plateforme non commerciale de cartographie. Donc pour les élèves, c'est apprendre que on peut se charger d'objets complexes comme la cartographie de manière collaborative. Donc il y a une démarche citoyenne en quelque sorte ici alors. Voilà, a priori la cartographie qui demande beaucoup de... Enfin, je ne sais pas, pour Google Maps, des satellites, etc. Ou sinon les Google Cars qui demandent beaucoup d'investissements financiers, donc plutôt réservés à des entreprises. Mais là, en fait, c'est fait par des particuliers qui sont avec des GPS. Peut-on placer des images, des photosphères, des images 360 degrés dans OpenStreetMaps? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il y a, pour l'instant, comment dire? Pour l'instant, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont en retard, disons, par rapport aux autres, à Google Maps ou Bing, etc. Dans la recherche, dans comment dire, le fait de l'utilisation au quotidien, l'utilisation comme avec GPS, c'est quand même plus complexe. Ensuite, il y a des domaines d'excellence de ces cartes. Par exemple, le fait que les utilisations du quotidien, les petits sentiers, les petits passages interdits sont montrés sur ces cartes. Ou sinon, le fait de... Tout est catégorisé par l'utilisateur, donc l'utilisateur va décrire les différents objets qui sont là, et donc on a des couches qui correspondent à des fonctions dans la ville ou dans le paysage, et donc qui sont plus intéressantes que Google Maps. Ces calques sont prévus au départ dans StreetMaps, ou bien je comprends qu'ils sont alimentés, mais est-ce qu'on peut inventer une catégorie? On peut inventer des catégories, et ensuite il faudra trouver la catégorie parente. On a constaté aujourd'hui qu'il y avait donc les différents boulodromes, les terrains de boules, et qu'ensuite on pouvait trouver sa sous-catégorie. Donc il y avait pétanque, il y avait je ne sais pas, les palais, il y avait les boules lyonnaises, et donc ensuite si on crée un nouveau jeu, on peut créer, je ne sais pas quel sport avec des boules modernes. Quel sport existe avec des boules modernes?
Je sais pas, moi je connais le billard, Non, le bowling. Ouais, le bowling, bon, ça Avec des boules de pétanque, quel autre sport? ouais. Donc s'il y a un nouveau jeu avec des boules. Ah d'accord, on peut créer, catégoriser. Donc on travaille sur la catégorisation. Ouais. Et Wikipédia, alors là je vois davantage de possibilités pédagogiques. Est-ce qu'il y a eu un projet, une activité dont tu es particulièrement heureux, content, satisfait dans tes classes? Donc Wikipédia, moi je l'utilise beaucoup depuis disons 2 ans. Oui. Je travaille depuis plus longtemps dessus, mais depuis 2 ans, il y a des fonctionnalités de traduction entre articles, donc articles en anglais vers le français. Donc il y a 5 millions d'articles en anglais et 2 millions en français. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc là, ça sera un travail de langue possible. Mais aussi donc, les articles du russe, de l'ukrainien. Et pour moi, ce que j'aime faire, c'est qu'ils puissent parler, enfin les élèves qui sont à moitié ukrainiens en l'occurrence, puissent parler de leur culture en français et informer en fait, informer les francophones de leur culture en cherchant justement ce qui est particulier à leur environnement. Je ne doute pas trop de la réponse, mais je suppose que cette activité pédagogique a rendu les élèves davantage avertis sur Wikipédia même, c'est-à-dire sur les coulisses de Wikipédia. Donc ils le lisent comme étant eux-mêmes producteurs, donc ils sont avertis, non pas un regard naïf du coup, sur le contenu de Wikipédia. Oui. Ils ont conscience des enjeux, des débats, des tensions qu'il peut y avoir dans l'écriture des articles. Ont-ils parfois eu à gérer des interactions, des polémiques dans l'écriture d'articles? Donc ça fait partie du jeu. Donc c'était surtout ça que j'ai essayé d'expliquer aux professeurs qui étaient présents à Ludovia. C'était le fait que les commentaires négatifs, les bandeaux questionnant l'admissibilité de tel article ou soulignant la syntaxe lamentable, etc., faisait partie à part entière de la formation à Wikipédia. Donc, les élèves, comme les professeurs, ne doivent pas avoir peur justement de cette... D'ouvrir le capot et d'aller farfouiller dedans. Voilà, et aussi d'avoir des commentaires négatifs et de devoir défendre leur article, voire de se faire supprimer l'article en essayant de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Dans ce cas-là, il vaut mieux un compte classe, je suppose, pour que ce ne soit pas une attaque à la personne même de l'élève. Que ce soit le collectif, le groupe classe, ou alors on peut imaginer que dans les grands niveaux scolaires, on peut jouer la carte de la responsabilisation. Bon, plutôt à partir de la seconde, moi je privilégie plutôt des comptes personnels en me disant que sur une trentaine d'élèves, eh bien, il y en aura peut-être 10 qui vont continuer leur compte et en leur montrant qu'il y a une dimension de responsabilité individuelle, même sous pseudonyme, dans la rédaction d'un article, et que comme dans tout média, eh bien, si on écrit 10 fois des choses inconséquentes, eh bien, on sera repéré comme personne inconséquente. Une très saine éducation à la prise de parole et la publication en ligne. Voilà. Charles, merci beaucoup. Bonne continuation outre-Europe. Au revoir. Allez, au revoir.